Bonjour tout le monde, chers et chers membres. Au nom de la CSC, je vous souhaite la bienvenue à cette première séance d'information collective que nous organisons pour vous. Nous savons que beaucoup d'entre vous ont récemment reçu une lettre de la part de l'ONEM annonçant la fin de leurs droits aux allocations de chômage. Cette annonce est difficile à encaisser et la CSC considère et continue à considérer cette mesure comme une mesure très antisociale. Nous continuons d'ailleurs à nous y opposer fermement. Dans cette période incertaine, notre objectif est de vous informer, mais surtout de vous accompagner. Vous n'êtes pas seul. Au cours de cette séance de ce matin, nous vous expliquerons en détail la mesure et ses implications concrètes. Nous vous présenterons également différentes alternatives, telles que les possibilités via Actiris, Bruxelles Formation, le CPAS, la mutualité, ainsi que les aspects juridiques liés à la situation. Le gouvernement part du principe que les personnes concernées retrouveront un emploi dans les mois à venir. Facile à dire. La CSC espère bien entendu que cela se concrétisera pour chacun d'entre vous. Mais nous savons que ce ne sera pas évident. C'est pourquoi nous voulons vous soutenir au mieux dans cette période de transition. 2 moments ce matin seront prévus pour répondre à vos questions. Dans la farde que vous avez reçue, vous retrouverez un code QR vous permettant de poser vos questions en ligne. Si vous préférez le faire sur papier, c'est également possible. Il y a des bouts de papier aussi dans votre farde. Nous espérons de toute façon que cette séance vous apportera plus de clarté et de soutien. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci pour votre présence. Quand on parle de réforme des allocations de chômage, la plupart du temps, c'est toujours pour faire la même chose. C'est pour faire des économies. C'est pour limiter les politiques sociales et c'est faire en sorte qu'on prenne dans la poche des plus faibles, des pauvres, pour la donner dans la poche des riches. L'argent existe. Le véritable problème n'est pas là. Alors je vais tenter de voir si cette télécommande fonctionne. Oh, ça marche. Donc ici, la réforme a pour vocation de faire plus ou moins 2 milliards d'économies. 2 milliards d'économies dans les politiques sociales. 2 milliards d'économies dans le chômage. 2 milliards d'économies dans la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est tout ce qui nous appartient. Ça n'appartient qu'aux travailleuses et aux travailleurs, avec ou sans emploi, avec ou sans papier. Ça nous appartient, ils le prennent. Alors, tout au long des années 2000, il y a eu plusieurs réformes. La première en 2004, qui était l'activation. Elle avait pour vocation de s'attaquer au chômage. Au bout du compte, elle s'est attaquée aux chômeuses et aux chômeurs. Ça a eu comme conséquence exclusion et sanctions. En 2012, de nouveau, on essaye d'attaquer le chômage et finalement, en faisant en sorte qu'on baisse nos cotisations, la dégressivité accrue des cotisations des allocations de chômage amène donc à exclure et appauvrir de nouveau un groupe de la population. Tout cela nuit gravement à la santé de toute la société. Personne dans cette salle n'est coupable. Vous êtes toutes et tous victimes d'un système et on veut nous faire croire que vous êtes coupables parce que vous profitez du système. Qui profite du système dans ce genre de conditions? C'est inadmissible, inacceptable. Nancy l'a dit, la CSC s'oppose fermement à ce genre de paroles. Et maintenant, la réforme la plus terrible, la réforme du gouvernement De Wever, la réforme du gouvernement Arizona. Cette réforme limite les allocations de chômage, on nous avait dit à 2 ans, ça c'est le maximum.
c'est 1 an majoritairement. 1 an pour toutes celles ou tous ceux qui ont subi la sanction d'être exclus d'abord d'un emploi et d'un salaire. Les personnes qui ont travaillé chez Audi, Cora, vont se retrouver dans la même situation que vous et nous ici. Est-ce que ces personnes-là sont victimes ou coupables? Vous connaissez la réponse. Alors, comme le rappelait aussi Nancy, le gouvernement pense et nous dit que le chômage va baisser, inévitablement. Des exclusions, ça va faire en sorte que le chômage baisse. Mais on nous prétend qu'on a une politique de cocktail, 3 tiers. On ira soit à l'emploi, soit on ira demander de l'aide au CPS, soit on ira donc du chômage vers la pension ou l'assurance maladie. Est-ce le modèle de société que nous souhaitons? Non. La réforme cache en fait une réalité bien plus réelle. Je vous le disais, la coalition Arizona veut prendre dans la poche des plus faibles pour donner dans la poche des plus riches. Le but de cette réforme, c'est de faire quoi? C'est d'effrayer la chaîne complète du travail. C'est d'effrayer toutes celles et tous ceux qui sont au travail et toutes celles et tous ceux qui subissent la sanction de la fin de contrat. Donc le but est d'exercer une pression sur les salaires et les conditions de travail et pour les chômeuses et les chômeurs, remplir tous les métiers dits en pénurie. Les métiers en pénurie, ce sont les métiers qui ont des conditions de travail les plus défavorables et les salaires les plus faibles. C'est ça ce qui est caché derrière cette réforme. Tout va bien en haut? Il y a un petit échange en haut. Alors, je vous rappelle que donc la CSC s'oppose à cette réforme parce qu'elle frappe durement toutes les personnes qui subissent la sanction de la fin du contrat. C'est une perte de salaire. C'est aussi accepter des conditions de travail défavorables. C'est aussi voir sa pension altérée. La pension ne sera plus calculée de la même façon qu'auparavant. Il faut prouver plus de jours. Et donc, c'est aussi pour les chômeuses et les chômeurs accepter des conditions de travail et des métiers dans n'importe quelles conditions. Peu importe la formation, peu importe votre connaissance, peu importe votre diplôme, vous devrez suivre ce chemin-là et accepter toutes les conditions de travail dans lesquelles tout cela est déplorable. Regardez bien ce tableau. On a 2 colonnes. Comme vous le voyez bien, il y en a une qui montre le nombre de chômeurs et de chômeuses, et il y en a une qui montre le nombre d'emplois. J'imagine que vous voyez bien qu'il y a un problème. Le véritable problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas assez d'emplois. C'est pas qu'il y a trop de chômeurs, c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois. Et qui crée l'emploi? L'emploi est créé par les entreprises. Qui condamne les entreprises? Personne. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait cela. Donc il nous dit, la sécurité sociale et le chômage coûtent cher, il faut faire des économies, mais qu'est-ce qu'il fait de l'autre côté? Qu'est-ce que vous voyez? Une colonne bien plus élevée, qui représente 52 milliards. Donc le chômage coûte, pour utiliser ces termes-là, 6 milliards à la sécurité sociale. 6 milliards constitués par vos cotisations, nos cotisations. Personne n'a rien volé. On reçoit parce que c'est nécessaire, parce qu'on a subi une injustice, parce qu'on a subi un accident de la vie. Les entreprises, elles reçoivent 52 milliards, 10% de notre PIB. La Belgique est riche, hein, c'est le 7e pays le plus riche des 27 de l'Union européenne. 10% de notre PIB, toute la richesse que nous produisons, c'est 10%, 52 milliards qui partent dans les poches des entreprises, sans contrôle, sans obligation d'embaucher, sans obligation de rien du tout. On nous crée un peu d'intimité. Donc, je vous le répète, 52 milliards, c'est ça le vol qui est en train d'être opéré. C'est ça l'argent qu'on prend dans la poche des pauvres pour le donner dans la poche des riches. Alors, comme vous le savez, la CSC s'oppose à cette réforme parce que, de nouveau, je vous le répète et je vous le redis, c'est une transformation terrible de la sécurité sociale. C'est une attaque sans précédent contre la sécurité sociale et une attaque sans précédent d'un autre niveau et d'une autre ampleur. Je vous rappellerai que notre Premier ministre a vocation à scinder la Belgique et à vouloir régionaliser la sécurité sociale et d'autres éléments aussi. Et la sécurité sociale, dans ce cadre-là, risque
de se retrouver payés non plus par l'ONEM, mais peut-être par le VDAB en Flandre, le Forum en Wallonie et Actiris à Bruxelles. Ça, c'est un risque potentiel de la régionalisation que nous risquons de subir. Et pire encore, pour celles et tous ceux qui vont se rendre dans le CPS, cet argent sera pris dans nos impôts. Ce n'est plus les cotisations de la sécurité sociale au niveau de l'ONEM qui vont payer le chômage, c'est le revenu d'intégration, le revenu du CPS qui sera payé par nos impôts. Les communes bruxelloises sont les communes les plus défavorisées du Royaume. Les communes bruxelloises vont subir l'afflux le plus important de personnes qui vont aller au CPS. François en parlera plus tard. Donc, tout cela est organisé dans ce sens-là. Et pour en revenir à ce que je vous disais, les principales villes qui vont être touchées sont bruxelloises d'abord, puis wallonnes et puis en Flandre. Alors, est-ce que nous acceptons tout cela comme ça? Non. Ceci est une réforme antisociale. Alors, nous la combattons. Nous la combattons, comme vous l'avez vu, et peut-être que vous y avez participé, nous avons combattu par une manifestation nationale. Nous étions 140 000 personnes, malgré ce que d'aucuns prétendent ne pas avoir vu, parce que certains et certaines allaient travailler et qu'on les empêchait d'aller travailler. C'est un autre mensonge. 140 000 personnes se sont bougées pour aller contester les mesures de ce gouvernement. Ça ne veut pas dire que tous les autres qui n'ont pas pu venir et nous rejoindre sont toutes et tous d'accord avec le gouvernement Arizona. Ça frappe tout le monde. Personne dans le monde du travail ne va échapper à tout cela. Ce n'est favorable uniquement que pour celles et ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt et qui, eux, peuvent commencer leur journée à 14 h du matin. C'est ça toute la différence. Alors, que faisons-nous encore aussi? Nous allons introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour suspendre la loi, et ça c'est en cours, c'est maintenant, en octobre que ça va être fait, et un peu plus tard, un recours à la Cour constitutionnelle pour, non pas suspendre, mais annuler la loi. Donc nous avons, avec les trois syndicats, la Ligue des droits humains et la Ligue des familles et d'autres associations, introduit ce recours, et je pense que nous pouvons espérer que ça aille dans ce sens-là. Cette loi est totalement injuste et elle crée une différence, une stigmatisation entre citoyennes et citoyens. Vous aurez une réponse? Alors, on viendra aux questions-réponses après, si vous voulez bien, mais donc le délai, c'est à peu près 1 an, mais pour la suspension, c'est plus bref. Voilà, on attend les réponses. Donc les TSE, travailleuses, travailleurs sans emploi, comme vous le voyez, j'ai mandat ici pour les organiser, comme je vous le disais, et nous combattons toutes les injustices. Ce que nous voulons vous dire, c'est que vous n'êtes pas isolés. Vous le voyez, nous sommes nombreux dans cette salle. Vous subissez chacune dans votre chair cette injustice personnellement, mais nous sommes nombreux. Et nombreux nous serons, et vous pouvez rejoindre notre groupe pour combattre. Parce que ce que nous défendons, c'est la dignité humaine tout d'abord. Vous n'êtes pas coupable du chômage, vous êtes victime du chômage, vous êtes victime d'un système. C'est ça que nous combattons avec les TSE, c'est ça que nous organisons entre autres. Le recours, c'est aussi avec les autres membres de la CSC que nous avons pu introduire cela. Donc je vous répète, nous sommes le nombre, ils sont moins nombreux, montre-leur que nous sommes capables de nous renforcer, de nous défendre et peut-être de contre-attaquer. Merci de votre attention. Merci. Chers membres, je vais parcourir avec vous tous les changements dans la réglementation du chômage. Je commence avec quelques faits. Allocations de chômage seront limitées à 2 ans. Et pas pour les chefs de ménage. Faux. Les allocations sont limitées à un an et peuvent être prolongées jusqu'à 2 ans. Et c'est pour tout le monde.
les cohabitants, les isolés, les chefs de ménage. Exception pour la plupart des plus de 55 ans. Faux. Les plus de 55 ans doivent aussi avoir travaillé au moins 30 ans. Et chaque année, on ajoute 1 an. Donc, seuls 2 chômeurs sur 10 remplissent cette condition. Je veux bien commencer maintenant avec le chômage complet. C'est le chômage basé sur les prestations. Le premier groupe va être exclu le 1er janvier 2026. Ce sont des membres qui se retrouvent aujourd'hui dans le forfait et ont eu 20 années d'allocation de chômage. Ça veut dire 6 240 jours de chômage dans votre carrière. Le deuxième groupe va être exclu à partir de mars 2026. Ce sont les chômeurs qui ont eu entre 8 et 20 ans de chômage. Donc, c'est entre 2496 jours de chômage et les 6 240. Et puis, on continue avec les chômeurs qui ont moins de 8 ans de chômage, moins de 2496 jours de chômage, vont être exclus à partir d'avril 2026. Et on continue juillet 2026. Il y a encore des adaptations possibles à partir de juillet 2026, mais c'est avec les carrières professionnelles. Donc le groupe qui est présent ici aujourd'hui, la plupart d'entre vous ont eu 20 ans d'allocation de chômage, avec des interruptions, donc pas en une fois les 20 ans, mais avec des interruptions. Parfois confrontés avec une faillite, retravaillés, de nouveau chômage, jusqu'à présent. Il y a des exceptions. Si vous suivez maintenant une formation à un métier en pénurie, à ce moment-là, il n'y a pas d'exclusion possible. Mais c'est une formation approuvée par Forum Actiris chez nous à Bruxelles et VDAB en Brabant flamand. Et on doit commencer cette formation maintenant. Si on commence cette formation après l'exclusion, c'est trop tard. Et on peut continuer jusqu'au maximum 30 juin 2030. Donc, tout est limité à un moment donné. Et en plus, aujourd'hui, ceux qui suivent ces formations, le chômage est bloqué, le montant reste la même chose pendant la formation. Ça va disparaître aussi. Donc, à un moment donné, ceux qui peuvent continuer leur formation l'année prochaine, leur chômage va aussi diminuer à partir de mars 2026. Encore une autre exception, les allocations de garantie de revenus. Ceux qui déposent maintenant chaque mois un document C3 temps partiel dans notre boîte et ils reçoivent un supplément chez nous. Ça va être gardé seulement pour les mi-temps ou ceux qui travaillent minimum 19 heures. Les autres sont aussi impactés. Et maintenant, l'exception 55. J'ai commencé mon discours avec un des faits. Donc, si vous avez travaillé 30 ans et vous avez 50 ans, vous gardez votre chômage. Mais t'imagines que vous avez maintenant 29 ans de carrière professionnelle et vous dites, je manque 1 an maintenant, je vais travailler 1 an. L'année prochaine, on ajoute 1 an. Donc, c'est plus 30 ans qu'on demande de carrière professionnelle, on demande 31 ans. Donc, ce membre reste en difficulté, sauf si on peut naturellement appliquer les nouvelles règles qui commencent en mars. Mais ça, je vais expliquer tout à l'heure. Quand est-ce qu'une personne a de nouveaux droits au chômage? On doit travailler 1 an dans les 3 ans. 1 an temps plein dans 3 ans. Et on peut ajouter quelques mois de chômage, mais avec un maximum de 12 mois. Et pour chaque mois
qu'on peut ajouter jusqu'à 2 ans, donc, on doit travailler 4 mois. Donc, si quelqu'un travaille maintenant à partir d'avril 2026, 5 ans, on peut obtenir 2 ans de chômage. Et puis, c'est de nouveau fini. Je vais aussi parler aujourd'hui des allocations d'insertion. Il y a aussi des jeunes dans la salle qui sont impactés. Donc, ce sont des membres qui ont des allocations de chômage basées sur des études. Tous les jeunes qui ont reçu des allocations avant janvier 2025 sont exclus à partir de janvier 2026. Un autre exemple, quelqu'un qui a eu son premier allocation le 1er juin 2025 va être exclu le 1er juin 2026, 1 an plus tard. OK? Et si vous avez travaillé pendant ces 12 mois, il y a des prolongations. Mais là-bas, c'est 1 an. Et c'est fini. Une exception sur cette règle, c'est l'allocation de sauvegarde. C'est octroyé par l'ONEM et c'est après que vous avez pris toutes les allocations d'insertion. Ce n'est pas pour les chômeurs qui ont eu des allocations basées sur des prestations, c'est vraiment pour les jeunes et c'est accordé par l'ONEM. Ils ne sont pas impactés non plus. Je vais répéter maintenant encore une fois les nouvelles mesures. Qu'est-ce qu'on a besoin pour de nouveau ouvrir le droit au chômage? Et ces règles sont d'application à partir du 1er mars 2026. Droit à une allocation d'insertion, c'est pour les jeunes, moins de 25 ans. Il faut terminer un stage d'insertion professionnelle, donc ça veut dire inscrit au VDAB Actrice Forum pendant 156 jours. Donc ça, c'est plus court que maintenant. 2 évaluations positives, une exigence de diplôme pour tout le monde. Maintenant, c'est pour tout le monde un diplôme. Et comme j'ai expliqué, 1 an de chômage, pas plus. Et si vous avez 12 mois de travail, oui, c'est l'autre aspect des allocations de chômage qui suit maintenant. 1 an de travail qu'on doit prouver dans 3 ans. Et on peut prolonger ça avec 1 mois quand on travaille à chaque fois 4 mois. Mais c'est limité à 2 ans de chômage, pas plus. Je vous remercie. Bonjour. Donc, comme on a longuement expliqué, effectivement, le but officiel affiché par le gouvernement, c'est de remettre les chômeurs au travail. Dans cette optique-là ou dans cette présentation-là, en fait, le partenaire des personnes pour la région bruxelloise, c'est Actiris. Alors Actiris, donc, comme je viens de dire, concerne les Bruxellois. Donc en fait, Actiris peut vous aider et travaille avec plusieurs partenaires. Donc avec le VDAB pour les personnes de langue néerlandophone, avec la Cité des métiers et avec Bruxelles Formation. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste une présentation des différentes possibilités et moyens de contact que vous pouvez avoir avec Actiris. Et on a un intervenant de Bruxelles Formation après moi. Donc, voilà. Alors, comment Actiris peut vous aider? Donc, la personne d'Actiris qui devait venir aujourd'hui n'a pas pu venir, mais ils ont bien insisté sur le fait que tous leurs services restent disponibles pour tous les demandeurs d'emploi, même ceux qui vont être exclus. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes exclu ou vous allez être exclu des allocations de chômage que vous n'avez pas droit au service d'Actiris, hein, bien au contraire. Alors, voici un exemple, un aperçu des différentes aides qu'Actiris peut faire pour vous, avec vous.
Donc, c'est un accompagnement personnalisé. Donc, c'est vraiment, ils ont des entretiens avec vous, ils tiennent compte de votre situation personnelle, de vos points forts, de vos points faibles, de ce qui vous intéresse ou pas, des choses où vous êtes à l'aise ou pas, et ils vont vous soutenir. Ils peuvent vous aider à rédiger un curriculum vitae, une lettre de motivation. Ils peuvent aussi vous préparer aux entretiens d'embauche, qui est souvent quelque chose de stressant pour la plupart des gens, de se présenter et de faire face à un employeur, à un recruteur, c'est difficile. Donc, ils peuvent vous préparer à cet exercice. Ils peuvent aussi vous soutenir d'un point de vue informatique. Donc, il y a d'une part, pour ceux qui sont à l'aise avec l'informatique, mais qui ne disposent pas de matériel à la maison, il y a des zones en libre accès dans les différentes antennes d'Actiris où vous pouvez y aller, c'est à disposition. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les outils informatiques, ils vont aussi travailler avec vous et ils vont vous accompagner en fait. Vous pouvez aussi suivre des formations, métiers à pénurie ou pas à pénurie. Ils voient avec vous, en fait, effectivement, quels sont vos centres d'intérêt, vers quoi ils peuvent vous orienter. Alors, vous pouvez apprendre un métier ou cibler un secteur spécifique qui offre plusieurs métiers. Vous pouvez aussi suivre des cours de langue avec eux. Et comme je l'ai dit, aussi, il y a des cours informatiques. Alors, Actiris fonctionne sur base des rendez-vous, surtout quand il s'agit de faire un suivi personnalisé. On vous donnera les coordonnées après et vous avez reçu aussi les coordonnées dans les fardes que vous avez reçues à l'entrée. Il y a aussi dans certaines antennes, donc ça dépend des communes, où vous pouvez vous présenter sans rendez-vous. Donc les horaires sont inscrits. Les mardis de 9h à 12h, de 13h30 à 15h, ou les jeudis de 13h30 à 15h30. Ce n'est pas dans toutes les antennes. Donc ça, il faut vérifier par commune. Sans rendez-vous, les services sont limités, hein, évidemment. Donc là, vous pouvez vous inscrire ou vous réinscrire, demander des attestations, demander des conseils généraux, mais ce n'est pas un rendez-vous vraiment approfondi avec toute une étude de votre situation. Hein. Mais donc, la possibilité existe aussi et vous pouvez vous rendre sur place pour prendre un rendez-vous ultérieur. Alors, un des partenaires aussi d'Actiris, c'est la Cité des métiers. Donc là, c'est vraiment ciblé sur un métier ou un secteur en particulier. Ça peut être une formation, aussi un projet entrepreneurial pour ceux qui veulent tenter l'aventure de devenir indépendant. Il y a aussi un autre site web partenaire dépendant d'Actiris, en fait. Donc, c'est panoramaactiris.be. Donc ça, c'est un site spécifique sur lequel vous pouvez chercher soit par métier spécifique, par exemple aide-soignant, ou par secteur. Par exemple, vous pouvez taper secteur médical, il n'y a pas que aide-soignant en fait. Donc ça, c'est un petit peu des facilités de recherche si vous êtes à l'aise avec l'outil numérique. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est le genre de choses que vous pouvez faire avec Actiris, avec un conseiller sur place. Ici maintenant, vous avez les différents points de contact. Bon, je ne vais pas tous les lire. Vous avez les informations dans votre farde. Et vous avez le numéro de téléphone qui est gratuit. Hein. Donc avec le numéro de téléphone, vous pouvez normalement prendre un rendez-vous ou savoir si votre antenne locale de votre commune reçoit également sans rendez-vous. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez noter vos questions comme on a fait les précédemment et on va essayer d'y répondre. Merci. Donc, aujourd'hui, je vous représente donc Bruxelles Formation et les partenaires de Bruxelles Formation, puisque nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec une série d'associations qui organisent des formations.
Alors, de quelle formation allons-nous parler? Je vais parler uniquement des formations professionnelles à Bruxelles. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une formation professionnelle? C'est une formation qui est couverte par un contrat de formation pour chercheurs d'emploi, soit avec Bruxelles Formation, soit avec le Forum, soit avec le VDAB ou avec l'ADG du côté germanophone. Alors, évidemment, ici, je parlerai de Bruxelles Formation. Bruxelles Formation et ses partenaires organisent à peu près 600 formations par an. Ce sont toutes des formations qui sont entièrement gratuites et qui sont réservées uniquement aux chercheurs et aux chercheuses d'emploi. Alors, j'ai centré ma présentation aujourd'hui sur les chômeurs et les chômeuses qui sont en formation et qui sont concernés par la période transitoire. Ça me permet de faire le lien avec ce que nous avons dit précédemment. Donc, uniquement les personnes qui ont été admises au chômage avant le 1er mars 2026. Normalement, c'est votre cas. Alors, je recadre un petit peu la formation professionnelle dans ce cadre-là. Donc, il y a un arrêté régional qui indique que Actiris octroie une dispense automatique pour les formations professionnelles de minimum 4 semaines et minimum 20 heures par semaine. J'ai eu des questions sur la dispense. La dispense, ça veut dire qu'on ne vous oblige pas à chercher de l'emploi pendant que vous êtes en formation, mais uniquement si vous rentrez dans ce cadre-là. Minimum 20 heures semaine, minimum 4 semaines. Par exemple, c'est le cas des formations en langue organisées par Bruxelles Formation. Ce sont des formations de 20 heures semaine. Alors, pendant la période transitoire, il y a encore 2 mesures qui restent d'actualité. 2 mesures qui permettent de sécuriser un peu votre situation financière en tant que chômeur. Et ces 2 mesures, c'est le gel de la dégressivité des allocations de chômage et la prolongation de la période d'indemnisation. Ces mesures vont disparaître après. Donc vous êtes encore en période transitoire et ces 2 mesures restent d'actualité. Alors, s'ajoutent à cela, toujours pendant la période transitoire, 3 autres mesures qui sont des mesures spécifiques pour certaines catégories de formation qui permettent de prolonger la durée du droit aux allocations de chômage. Alors, je ne vais pas rentrer dans vos situations individuelles et vos dossiers personnels, ce serait évidemment impossible. Pour connaître exactement votre situation, à savoir la date de fin de droit et les mesures spécifiques qui vous concernent, mais il faudra consulter le courrier qui vous a été envoyé par l'ONEM. Mais je vais donc essayer de présenter ces 3 mesures. Alors, la première mesure, elle concerne les personnes qui ont eu accès au chômage sur base du travail ou sur base d'un cycle d'études. Et donc, le premier type de formation qui vous est accessible, c'est une formation ininterrompue qui prépare à un métier en pénurie qui est entamé avant le 1er janvier 2026 et pour laquelle une dispense vous a été accordée par Actiris. Alors je pèse mes mots, tous ces mots ont vraiment leur importance, en particulier les mots indiqués en orange. Pour avoir un exemple un peu plus concret, je prends ici l'exemple du commis de cuisine avec Horeca Bipro. Horeca Bipro, c'est le centre de référence à Bruxelles dans le secteur Horeca. Cette formation démarre le 2 décembre 2025. Elle dure 7 mois et elle est organisée selon un horaire de 35 heures par semaine. 35 heures par semaine, pour l'ONEM, il considère que c'est un temps plein. Alors, on est ici dans le cadre d'un métier qui recrute. Alors, les termes sont un peu compliqués, y compris pour nous, mais Actiris et Bruxelles Formation ont décidé d'utiliser le terme « métier qui recrute » pour communiquer autour des métiers pour lesquels on a besoin de main-d'œuvre à Bruxelles. Alors, les métiers pour lesquels on a besoin de main-d'œuvre à Bruxelles sont appelés par Actiris les fonctions critiques. Il y a une liste qui s'appelle fonctions critiques. Et dans cette liste, on retrouve toutes sortes de raisons pour lesquelles il est difficile de recruter dans ces métiers-là. Ça peut être parce qu'il n'y a pas assez de personnel, ça peut être pour les conditions de travail dont on a parlé, et ça peut être également, par exemple, pour des questions de connaissances linguistiques.
Donc, vous retrouverez le terme « métier qui recrute », c'est celui-là que vous devez rechercher dans les bases de données. Alors, on est bien ici dans une formation donc, qui est considérée comme préparant un métier en pénurie et qui est entamée avant le 1er janvier 2026. On est donc bien dans le cadre de cette première mesure. Alors, la deuxième mesure, elle concerne les bénéficiaires d'allocations de chômage ordinaire, c'est-à-dire uniquement les personnes qui ont eu accès au chômage sur base du travail. Et là, les formations qui sont concernées sont les formations professionnelles à temps plein, donc 35 heures par semaine, d'une durée d'au moins 3 mois, entamées avant la date de fin de droit. Donc attention, votre date de fin de droit est importante, le fait que le nombre d'heures de cours est important et la durée de la formation sont importants. Alors, j'ai aussi pris un exemple pour illustrer. Donc ici, j'ai pris l'exemple de mécaniciens. Alors, je m'adresse aussi aux femmes, hein, mécaniciens, mécaniciennes d'entretien automobile, organisée par Bruxelles Formation. Cette formation débute le 23 février 2026. Elle dure 7 mois et elle est organisée à raison de 35 heures par semaine. Il s'agit bien d'une formation professionnelle puisque c'est un contrat de formation avec Bruxelles Formation. La formation dure bien minimum 3 mois et elle est bien organisée à temps plein. On est dans le cadre de la deuxième mesure. Alors la troisième mesure, elle concerne uniquement les bénéficiaires d'allocations d'insertion, les jeunes dont nous avons parlé, qui sont également concernés par ces fins de droit. Alors quelles sont les formations là qui sont concernées ? Toutes les formations professionnelles ininterrompues qui ne préparent pas à un métier en pénurie ou qui préparent à un métier en pénurie, mais qui vont commencer après le 31 décembre 2025 et pour lesquelles une dispense a été accordée par Actiris. L'exemple que j'ai pris ici, c'est animateur socio-culturel organisé par le CMEA. C'est une formation qui commencera en 2026, qui dure 6 mois, et elle est organisée à temps plein. On est bien dans le cadre d'une formation ininterrompue. Ininterrompue, ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs modules avec des pauses entre-temps, hein. Elle prépare à un métier en pénurie et une dispense est accordée par Actiris puisque c'est une formation professionnelle de minimum 4 semaines et de minimum 20 heures par semaine. Donc ces formations-là peuvent également concerner des jeunes qui étaient en allocation d'insertion. Alors ça, c'est pour les mesures. Maintenant, j'essaye d'être un peu concrète quand même. Comment faire pour trouver la formation ? Et donc, je vous invite à aller voir sur le catalogue des formations professionnelles sur le site bruxellesformation.brussels. Sur ce site, vous avez la possibilité de faire une recherche par domaine. Alors, la recherche par domaine, ça suppose d'avoir déjà réfléchi au domaine qui vous intéresserait. Et il y a également une case qui vous permet de filtrer les formations par métier qui recrute. Donc on a prévu un filtre sur ces formations-là. Alors petit point d'attention sur le parcours d'entrée. Les questions, on y répondra après. Animation socioculturelle, c'est quoi ? Ah, c'est des animateurs qui organisent, qui encadrent en général des enfants ou des adolescents. Donc ça peut être en parascolaire. Donc c'est des formations qui existent. Et alors on demande de plus en plus d'encadrement actuellement pour tout ce qui est animation, éducation. Alors un petit point sur le parcours d'entrée en formation, parce que ça c'est très important. On parle beaucoup de la date d'entrée en formation, mais il faut savoir qu'en fait c'est pas la date d'entrée en formation qui est importante, c'est d'abord comment faire pour rentrer dans la formation. Et le premier point d'entrée en formation, c'est d'abord une séance d'information. Donc, on ne s'inscrit pas tout de suite à la formation, en fait. On doit d'abord s'inscrire à la séance d'information où là, le centre va expliquer son mode de fonctionnement, les différentes étapes de la formation, quel statut vous allez avoir, etc. Donc, séance d'information. Puis, il y a des tests souvent à présenter, notamment, Bruxelles Formation organise des formations en français. Et donc, on va vérifier que vous avez un minimum de connaissances du français pour comprendre les cours.
Du côté du VDAB, ils vont vérifier que vous avez le minimum de connaissances de néerlandais pour pouvoir suivre les cours. Mais il peut y avoir d'autres tests. Ça peut être des bases en calcul, d'un niveau d'études primaires. Le niveau va dépendre du métier que vous allez apprendre. Et puis vous rentrez en formation, bien entendu, et il y a encore un stage très souvent en entreprise qui permet aussi de faire le lien éventuellement vers l'emploi ou en tous les cas d'acquérir une expérience professionnelle au cours de votre formation. Et donc du coup, ce qui est important, c'est bien les dates de séances d'information. Sur le site de Bruxelles Formation, vous allez retrouver un agenda des séances d'information avec la liste de toutes les séances qui sont déjà programmées, publiées actuellement. Vous pouvez aussi faire toujours cette recherche par domaine et de nouveau, vous pouvez filtrer les dates de séances d'information par le critère métier qui recrute. Alors, je vous le dis franchement, à l'heure actuelle, ça devient difficile de trouver des places pour rentrer en formation dans les formations qui commencent avant décembre, parce que nous sommes déjà mi-octobre et que donc il y a des séances qui ont déjà lieu. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de séances, il y en a encore, mais peut-être pas dans tous les métiers. Alors, comment postuler? Une fois que vous avez trouvé la formation, comment faire pour vous inscrire? Vous trouvez la date de la séance d'information. Vous pouvez aussi avoir trouvé... Oui, je suis presque au bout. Vous pouvez avoir trouvé également simplement la fiche formation et vous allez avoir un bouton « Inscrire » tout simplement et on va vous demander vos coordonnées. Pour les formations des partenaires de Bruxelles Formation, vous ne trouverez pas ce bouton « Inscrire » parce que c'est le partenaire qui gère les coordonnées. Il y a une question RGPD derrière, le fameux critère des données personnelles. Et donc là, il faut regarder la rubrique pour s'informer et postuler qui indique comment il faut contacter le partenaire. Et s'il n'y a pas d'inscription, qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous pouvez suivre la fiche. On va vous demander votre adresse mail et vous serez informé par mail dès que les inscriptions reprennent. Et puis, si je ne trouve pas, qu'est-ce que je fais? Si j'ai besoin d'aide, eh bien, nous sommes là à la Cité des métiers. Moi, je travaille pour Bruxelles Formation, mais mon lieu de travail, c'est la Cité des métiers, où vous retrouverez Acteris, Bruxelles Formation, le VDAB, et aussi les partenaires études. Vous voyez qu'ici, je ne réponds pas vraiment aux questions liées à la reprise d'études, parce que c'est pas le rôle de Bruxelles Formation, mais nous avons des partenaires à la Cité des métiers qui représentent également les études supérieures, et nous sommes ouverts tous les jours. Attention, le jeudi, on a des tardifs, mais elles n'ont pas lieu pendant les congés scolaires. Donc le jeudi, on ouvre à 13h30 et on fermera à 16h pour les 2 semaines qui viennent. On fonctionne de façon gratuite et entièrement sans rendez-vous. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, il y a une grande partie des questions auxquelles, effectivement, je réponds dans la présentation. Donc, notamment pour les reconnaissances de handicap, pour le maintien des droits. Donc, il y a... voilà. Donc là, je vais vraiment principalement parler du maintien des droits au remboursement des soins de santé, de l'ouverture d'un droit aux indemnités, l'ouverture d'un droit aux allocations de handicap. Alors ça, c'est pas nous, au niveau de la mutuelle, qui ouvrons le droit, mais on peut aider à introduire la reconnaissance. Et puis la révision du taux des différentes indemnités qui peuvent être faites. Pour maintenir, il faut savoir que votre droit, même si vous êtes exclu à partir du 1er janvier, vous gardez votre droit au remboursement aux soins de santé jusqu'au 31 décembre 2027, pardon, c'est bien ce qui me semblait. Donc, en fait, la qualité du droit, on garde son droit est calculé sur 2 ans en arrière. Et donc, c'est pour ça que vous conservez votre droit pendant encore 2 ans. Alors après, pour éviter de perdre votre droit, justement, il y a plusieurs possibilités. Il faut soit vous retrouver un emploi, c'est la meilleure des solutions pour tout le monde, mais on sait bien que ce n'est pas toujours réaliste. Donc, il y a
cette possibilité de conserver, de réouvrir alors un droit en gardant la qualité de travailleur salarié. Il faut aussi absolument venir vous réinscrire en tant que résident, et donc là en tant que résident belge. Vous pouvez aussi être inscrit comme personne à charge. Si dans le ménage, il y a une personne qui travaille ou qui a ouvert un autre droit à une allocation ou à une indemnité, quelle qu'elle soit, vous pouvez être inscrit à sa charge. Et donc ça, c'est important de pouvoir vous faire reconnaître comme personne à charge, donc pour bien conserver une qualité auprès de la mutuelle. Il y a évidemment, chaque mutuelle a sa procédure interne et donc on vous invite à vous rendre dans votre agence la plus proche de chez vous pour vous inscrire et pour bien vérifier que vos droits restent ouverts. Actuellement, donc c'est ce qu'on a comme information, c'est qu'il y a un projet d'arrêté royal pour régulariser les personnes qui ont le statut BIM actuellement, pour les inscrire automatiquement comme résidents. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais l'information va suivre et donc il y a un projet qui est en cours. Donc il n'y a pas d'urgence de faire les démarches auprès de la mutuelle, mais avant le 31 décembre 2026, faites bien des démarches. Non, justement 2026 pour garder un droit et que ça ne soit pas trop tard. Donc, pour ouvrir, si jamais actuellement vous êtes malade, que vous êtes au chômage, mais que vous n'avez jamais fait valoir votre incapacité de travail, il faut absolument, pour pouvoir ouvrir un droit aux indemnités mutuelles, remettre un certificat médical avec une date de début, une date de fin et un diagnostic. Ce qui est compliqué, c'est qu'avant, il y a un délai de 30 jours. Donc, vous êtes exclu au 1er janvier. Au plus tard, le 31 janvier 2026, vous devez avoir introduit ce certificat médical auprès de votre mutuelle. Il n'est pas garanti que la reconnaissance sera octroyée. C'est le médecin conseil qui va estimer la capacité, l'incapacité de travail. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que une des conditions, c'est d'avoir été capable d'avoir des gains. Donc ici, lorsque vous êtes en incapacité de travail, vous avez une perte de votre capacité de gain à plus de 66%. Et la capacité de gain doit exister avant le début de votre maladie, avant le début de votre incapacité. C'est là que ça va être plus compliqué puisque certaines personnes sont au chômage depuis un certain nombre d'années et il faut prouver qu'il y avait une capacité de gain avant l'arrêt de travail. Donc c'est là que ça va être vraiment propre à chaque situation qui va falloir déterminer. Donc ici, je fais vraiment des explications générales et chaque situation individuelle doit être analysée au cas par cas. Donc il y a toujours une condition de stage, donc il faut 180 jours de stage sur l'année avant le début de la maladie. Donc le stage, vous avez la qualité de chômeur ou de salarié, vous conservez cette qualité. La reconnaissance, évidemment, est limitée dans le temps. Comme tout certificat médical, il y a une date de fin. Il y a toujours une possibilité de prolongation en fonction de la maladie, en fonction de la reconnaissance du médecin conseil. Donc, le médecin conseil, il va réceptionner l'incapacité, il va estimer si oui ou non la personne entre dans les conditions. Et donc, ça, cette partie-là seront vraiment... Enfin, il y aura un entretien avec le médecin conseil. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que, tout comme, je ne sais plus qui le disait, mais il y a ce souhait de l'Arizona de
remettre les malades de longue durée aussi au travail. Et donc, il y a une fonction qui a été introduite, c'est les coordinateurs retour au travail, qui ont aussi la mission d'accompagner, de permettre des formations également et de voir tout le parcours d'accompagnement pour une éventuelle remise au travail. Maintenant, il y a aussi, pour toutes les personnes qui auraient des soucis de santé plus graves ou qui ne permettront pas de retravailler à un moment donné, il y a une possibilité, c'est d'ouvrir une demande de reconnaissance de handicap ou d'ouvrir du coup une allocation d'handicap. Alors ça, c'est pas notre domaine, mais on peut accompagner et vous aider à introduire cette demande. Maintenant, il y a plusieurs autres services qui peuvent aider, comme dans certaines communes, pas dans toutes, mais ils peuvent aider pour introduire les reconnaissances. Les CPS ont les autorisations, mais je sais qu'ils ont énormément de travail et ont tendance à ne pas les introduire. Vous pouvez également, si vous gérez l'informatique et que vous avez accès à un ordinateur et à un lecteur de cartes ou à ITSMI, il y a possibilité de l'introduire vous-même, la demande de reconnaissance de handicap, sur le site directement du SPF. Donc, il y a deux types d'allocations. Il y a l'allocation de remplacement de revenus, mais il faut une incapacité de travail de plus de 66%. Et il y a ce qu'on appelle l'allocation d'intégration, qui est il faut une perte d'autonomie avec minimum 7 points de handicap. La reconnaissance des points se fait vraiment au niveau du SPF, au niveau des médecins du SPF handicap. Et donc, nous, au niveau de la mutuelle, on n'a pas de possibilité de jouer là-dessus et d'intervention. On sait juste transmettre les informations auxquelles on a accès sur le site du SPF. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des conditions, notamment des conditions de résidence, des conditions de nationalité, de la situation familiale et des conditions de revenus. Parce qu'ici, j'avais une des questions. Je vis avec mon papa de 86 ans. Je suis reconnue incapable à 33% par le NEM, suivi par consultation, dispense, pas droit au CPS, mon père touche une pension. Le problème, effectivement, c'est qu'il y a un revenu dans le ménage et donc il y aura tout service devra en tenir compte en fait des revenus qu'il y a dans le ménage. Là, je regarde un petit peu les questions qu'il y avait. Ce qui est important de rappeler, c'est que si vous avez une personne dans le ménage qui a des indemnités, que ce soit des indemnités mutuelles, que ce soit un revenu d'intégration ou des allocations, enfin quelqu'un qui a d'autres droits ouverts, si vous avez perdu vos revenus, il est important de le signaler à l'organisme qui paye l'autre personne parce que le taux peut éventuellement être recalculé et révisé. Bonjour à tout le monde. Donc moi je suis François Tricot, je travaille au CPS de la ville de Bruxelles et je vais mettre un peu le cadre, c'est important. C'est un pouvoir public local, un CPS. Donc moi je travaille au CPS de la ville de Bruxelles. En région bruxelloise, il y a 19 communes, donc il y a 19 CPS. Donc je ne vais pas représenter le CPS de Scarbeck ou le CPS de Saint-Josse ou le CPS d'Ixelles, etc. Vous l'avez compris, parce que chaque CPS, ça vit de manière locale et donc ça vit différemment. Il y a des offres de services, des accompagnements différents. Il y a une base générale qui est les lois organiques des CPS, un modèle de fonctionnement qui est le même pour tout le monde. Et donc là, je suis à l'aise, je vais vous le présenter. Mais je ne pourrai pas répondre à une question individuelle communale pour la CPS de vos communes. Et je ne pourrai pas non plus répondre à des questions d'ordre très individuel, d'anamnèse, de situation sociale, parce que c'est une aide individualisée et qui est vraiment analysée au cas par cas. Okay ? Mutuelle, il y a une règle plus simple, la même pour tout le monde, idem que pour la réforme de l'allocation de chômage. Au CPS, on a une largeur où est-ce qu'on peut analyser un peu plus en détail et faire des propositions au Conseil de l'action sociale, j'y viendrai un peu plus tard. Et donc, je n'ai pas de réponse toute faite.
Je n'ai pas un beau cadeau, un emballage, vous dire vous avez droit à ça, vous n'avez pas droit à ça. C'est au cas par cas. Donc je vais essayer de faire cet exercice qui n'est pas simple. Et je ne vais pas vous présenter tout ce qu'un CPS fait parce que chaque CPS est différent, je vous l'ai dit, mais aussi parce que sinon ça durerait des heures. Et là, on est dans une dynamique plutôt de dire ben, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que moi j'ai droit ou pas au CPS? C'est ça la première question. Alors, on m'a demandé au niveau des CPS de la région bruxelloise de venir vous dire à tout le monde, mais aux professionnels aussi du secteur associatif, des mutuelles, des syndicats, de vous dire que le CPS, ce n'est pas la porte d'entrée et le sésame et on y va, on aura tout. Loin de là. C'est le dernier filet de la sécurité sociale, c'est une aide résiduaire. Ce qu'on entend par là, ça veut dire qu'il faut d'abord essayer de mobiliser toutes les autres possibilités avant de faire une demande d'aide sociale au CPS. Les mutuelles, j'entends qu'il y a quand même beaucoup de questions pour ma collègue des mutuelles, donc beaucoup de personnes qui ont sans doute une problématique de santé et médicale qui mériterait d'être analysée et d'ouvrir un droit, parce que c'est un droit à la santé, la mutuelle. La formation, idem. Vous mobilisez encore au niveau de vos droits chômage avec vos syndicats et vos bureaux de chômage. Et donc, en tout dernier lieu, le CPS, si vous avez droit au CPS. Alors, on va voir ce que c'est, hein. On va voir comment ça fonctionne. Donc, vous allez recevoir un... Télécommande, sinon le PowerPoint. Ah oui, pardon. Alors, la télécommande, c'est vers là. Hein? Oui, ici, voilà. Moi, j'ai une slide que vous n'avez pas, mais bref, en gros, vous allez recevoir, vous avez déjà reçu, bien évidemment, votre courrier de l'ONEM qui explique que vous allez être exclu des allocations de chômage à telle date. Si vous essayez de mobiliser toutes les autres possibilités, donc la mise en formation sur les métiers en pénurie, vos droits aux assurances mutuelles, mais que tout ça n'a pas été, bien évidemment, vous pouvez aller vous présenter au CPS. Il va falloir on va voir après, il y a une liste de documents à apporter, et le CPS va faire une analyse, une enquête sociale sur votre situation sociale. On va voir aussi en quoi ça consiste. Cette demande, l'assistance sociale qui va vous accompagner va introduire un dossier qu'on appelle une enquête sociale et une demande d'aide sociale auprès du Conseil de l'action sociale. Le Conseil de l'action sociale, ce sont des personnes qui représentent la majorité et l'opposition politique d'une commune et qui décident de oui ou non si on accorde, non pas un droit, parce qu'un droit c'est accordé, mais un complément d'aide, un accompagnement particulier du CPS. Cette demande d'aide sociale, ça ne sert à rien, on va le voir aussi, de venir aujourd'hui être votre CPS, parce que c'est à CPS et on donne un droit de revenu d'insertion sociale qu'à la fin de la perte d'un autre droit. Donc si vous allez maintenant, je vous donne dans le mille, l'assistant social va être obligé de vous recevoir, il va faire une enquête sociale, il va faire une demande d'aide sociale, mais elle sera refusée, ça va durer 1 mois, il faudra revenir après, réintroduire une demande, et c'est reparti pour 1 mois. Donc soyons stratégiques, attendons d'être dans la bonne période pour introduire votre droit. Alors je sais, hein, c'est tentant qu'on a envie de venir voir au CPS déjà en prévision et être proactif et pas se nous 18 parce que le 1er janvier, comment je vais payer mes factures et ma Cofidis, etc. Mais faisons-le au bon moment alors, parce que vous risquerez de perdre plus de temps si vous êtes trop proactif. C'est contradictoire, je suis désolé, mais c'est la réalité. Vous connaissez la lourdeur administrative des choses. Hein. Alors, juste... J'ai vu dans les questions qu'on m'a données qu'il y a encore des gens qui disent la CPS, etc. C'est devenu le CPS depuis quelques années. Pourquoi? Parce que c'est un centre public d'action sociale. C'est un service public local. Et donc, je vous dis, 19 CPS à Bruxelles, parce qu'il y a 19 communes, et chaque CPS de Flandre et de Wallonie a aussi un CPS. C'est une aide aux personnes qui sont en difficulté et qui ne peuvent pas subvenir seules à leurs besoins. Et enfin, c'est une intervention, je vous disais, résiduaire, le dernier filet de la sécurité sociale. Si on n'ouvre plus le droit à la mutuelle, plus le droit au chômage, pas le droit à la pension, etc., etc., ou alors qu'on en bénéficie à petite dose et qu'on doit rajouter un petit complément, et là, le CPS peut intervenir aussi. Alors, un CPS, compétence territoriale. Pourquoi je vous en parle? Parce que moi, j'ai ma casquette CPS de la ville de Bruxelles. Je parle au nom des 19 autres CPS, des 18 autres CPS. Mais si vous venez me voir et que vous me demandez si je peux vous recevoir en rendez-vous, je vais dire, première question, vous habitez quelle commune? Alors, Bruxelles-Ville, c'est Aachen, Nederover-Embeek, Laken et Mille-Bruxelles.
Mais si vous êtes dans le quartier nord ou à la cité héliport, la rue d'à côté, c'est Scarbeck, et là, c'est Scarbeck qui est compétent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut bien définir où est-ce que vous habitez, mais surtout, est-ce que vous résidez. Donc, la résidence effective. Vous pouvez avoir une inscription communale sur une commune. Je me suis inscrit il y a quelques années à Saint-Josse, mais en fait, je n'habite plus à Saint-Josse. J'habite chez ma sœur qui habite à Forêt. Si je prouve que j'habite suffisamment à Forêt, c'est le CPS de Forêt qui est compétent. Vous voyez? Donc, ce n'est pas votre code postal ou ce n'est pas votre registre national qui prime, c'est l'endroit où vous habitez réellement. Ok, ça c'est important aussi parce que si vous allez à Saint-Josse en disant mon code postal et mon inscription communale était à Saint-Josse et que l'assistant social fait une demande de visite à domicile, vous allez dire, en fait, moi, mes affaires, mon lit, mon frigo, ma facture que je paye d'électricité avec ma sœur en cohabitant, c'est à Forêt. Elle va dire, moi, je ne peux pas venir à Forêt, je ne peux pas me déplacer. Donc, on a perdu encore un mois. Elle va devoir faire un refus. Donc, regardez bien la compétence territoriale, c'est important. Et alors, il y a des cas particuliers, bien évidemment, pour les étudiants, les personnes sans abri, les personnes en institution ou en séjour temporaire, mais ça, c'est au cas par cas. Et ici, en l'occurrence, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, donc je reste sur l'offre généraliste. Alors, un CPS, c'est un droit avant toute chose. Et donc, vous avez des droits. Les personnes qui sont des ayants droit, on les appelle comme ça, des bénéficiaires au CPS sont des ayants droit. Donc, vous avez droit à une aide financière, ce qu'on appelle un revenu d'intégration sociale ou une aide équivalente. C'est un droit à un accompagnement global. Donc, on ne fait pas que de la recherche-emploi, il y a un accompagnement global, social, administratif, professionnel, de formation dans certains cas. Il y a un droit au respect de la dignité et à la confidentialité, ce qu'on appelle le secret professionnel partagé. Donc, vous n'allez pas avoir des conseillers emploi au CPS, vous allez avoir des assistants sociaux. Ça amène une dimension différente, une dimension où est-ce qu'on rentre un peu plus dans l'intimité, dans le relationnel. Et donc, il y a des choses qui rendent un peu plus du personnel. Et donc, on est garanti dans les CPS qu'il y ait vraiment une confidentialité, un respect de votre vie. Alors, vous allez me dire, mais moi, j'ai déjà eu le cas CPS, j'ai rencontré 4, 5, 6 assistants sociaux, etc. C'est vrai, malheureusement. On essaie de faire au mieux. Mais en tout cas, ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'il y a bien un secret professionnel. Donc, ce que vous expliquez à votre assistant social, soyez libre de le dire. Il ne racontera pas ça à la terre entière. Et enfin, vous avez le droit à un recours auprès du Conseil de l'action sociale ou d'un tribunal du travail si vous avez eu un refus de votre aide sociale. Ce sera... C'est-à-dire que c'est jamais définitif. Les syndicats peuvent vous aider d'ailleurs là-dessus aussi, d'analyser si oui ou non vous avez vraiment un refus. Ça peut être par exemple un oubli de documents, ça peut être aussi une motivation du CPS qui n'était pas suffisamment motivée pour vous refuser l'aide. Donc il y a toujours des refus, des recours possibles. Et donc là, je vous invite à aller vers votre syndicat. Alors, il y a des devoirs, par contre, ça c'est important. Un CPS, c'est un peu intrusif, je vous le dis directement. Pour celles et ceux qui n'ont jamais été au CPS, ou ça fait longtemps que vous êtes au CPS, c'est pas toujours chouette. L'assistance sociale va vous demander des documents très personnels, des extraits de compte, va faire des visites à domicile, va vous demander de vous recevoir tous les X temps, va vous téléphoner, va vous envoyer des obligations de venir vous présenter à la permanence sous risque de perdre votre aide sociale. Donc c'est une dimension d'accompagnement plus qui est des fois un peu contraignante. Et cette aide, elle est mise dans un dossier qu'on appelle un PIS, un projet d'intégration individualisé sociale dans lequel le CPS s'engage de vous accompagner, mais vous vous engagez de faire aussi tout un tas d'actions. Si vous ne vous engagez pas, si l'engagement n'est pas suffisant, il y a un risque de perdre son aide sociale. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce risque de perte de aide sociale, il y a des recours et il y a les syndicats qui sont là pour ça. Alors, très proactif. Si vous avez reçu le courrier et que vous ne rentrez pas, il reste 1 minute. Vous avez une liste de checklist de documents à apporter. Préparez déjà ça bien en tête. Faites une photo. Vous avez les cartes d'identité, votre composition de ménage, justificatif de revenus. Et donc là, en l'occurrence, le courrier de l'ONEM et les derniers mois d'allocation de chômage que vous avez perçus. Les preuves de dépenses, loyer, factures, charges, les contrats de bail. Et alors, tout autre document utile, ça, c'est à vous de voir si vous avez des enfants malades. C'est important de le signaler parce que les coûts le CPS intervient dans les coûts des fois de la carte santé ou dans les réquisitoires. Alors, vous avez toute une série d'aides différentes. Donc là, je vous laisserai le PowerPoint et je vous inviterai à aller voir ce qui se passe. Mais les sites internet des CPS sont suffisamment riches avec toutes les informations.
Mais alors, ce que j'aimerais bien vous dire, c'est qu'un CPS est une aide temporaire, dans l'idéal, et donc on essaie de pousser à l'autonomie. Et donc ça veut dire à l'émancipation sociale par du collectif, de l'individuel, et qu'en fait le CPS vous permet de pouvoir rebondir et réouvrir des droits à partir d'un moment donné. Je pense que c'est tout. Simplement pour celles et ceux qui habitent sur le territoire de la ville de Bruxelles, Aachen, Neder-Overenbeek, Laken et le Pentagone, à partir du 4 novembre, il y aura un hub social et professionnel sur permanence le lundi, le mercredi et le vendredi. Vous pouvez poser toutes vos questions d'ordre social, CPAS. On vous répondra au cas par cas dans un lieu safe. Voilà. Je vous remercie. Merci.